Espace TV, le 22h. Vous nous regardez à Tikiberi et à Kintinya, c'est à Sigiri. Merci de préférer Espace TV pour vous informer. Et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. C'est parti pour le cadre de concertation avec des acteurs politiques initié par le gouvernement. C'est le président de la transition qui a ouvert le bal au palais Mohamed V à Kaloum. Le colonel Mamadi Doumbouya profitera de son passage pour assurer que rien ne les arrêtera dans l'élan de la lutte contre la corruption. Le contenu de la transition aussi a été dévoilé. Sport dans cette édition, le Sili féminin U17 rencontre ce samedi les Black Stars de Ghana à Conakry au compte de la Coupe du Monde Inde 2022. Bien que leurs arriérés de primes ne soient toujours pas payés, le sélectionneur Conté et ses poulains restent vent debout pour la victoire contre le Ghana. Et puis la rubrique culture, ce sera en fin de journal avec Annie-Kevin Boa. Et nous partirons avec la culture baga, mais aussi de cette rencontre des hommes de culture avec le chef de l'État. C'est tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir. Créé par décret le 6 avril dernier, le cadre de concertation inclusif a été lancé ce vendredi par le président de la transition. Plusieurs partis politiques ont répondu présents, plusieurs autres l'ont aussi boycotté. Au cours de la cérémonie, le colonel Mamadi Doumbouya a fait savoir son ambition qui est celle de faire de cette transition la dernière en Guinée. Mamadou Saliouba Aliouba. Accompagné d'une forte sécurité, le président de la transition a d'abord serré la main à tous les invités, les partis politiques présents dans la salle, la société civile, le corps diplomatique et consulaire. Des poignées de main pendant plus de 30 minutes avant de prendre la parole. Pour moi, c'était l'occasion de vous serrer la main et aussi vous dire qu'on est là à écouter vos propositions et aussi avoir une solution finale pour que cette transition soit la dernière. Écoutez les propositions des uns et des autres. Trouver ensemble des solutions pour une Guinée unie et prospère. Le colonel Mamadi Doumbouya remercie ceux qui ont accepté son invitation et réaffirme sa détermination à combattre la corruption. On fera le sale boulot, mais je pense que c'est nécessaire pour notre pays. Nettoyer le pays, combattre la corruption et sous toutes ses formes, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à la gabégie répondront devant le peuple guinéen. Et ça, notre détermination par rapport à ça, c'est sans limite. Et on fera tout pour notre pays. Et ça, personne, je dis bien personne, ne nous arrêtera là-dessus. Le Premier ministre est celui qui préside ce cadre de concertation qui se veut inclusif. Plusieurs coalitions et partis politiques ont répondu présents et plusieurs autres, comme l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel ou encore l'UFR ont manqué à cet appel, déplore le Premier ministre. Force est de constater que certains de ceux qui doivent prendre part à ces concertations ne sont pas là. Nous devons donc travailler à ce que ce cadre soit le plus inclusif possible et faire en sorte qu'il nous rejoigne. Réunir donc tout le monde autour d'une table et dire ceci à la population. Il est important de rappeler ici que le CNRD et le gouvernement que je dirige ne sont pas candidats aux futures élections et n'ont pas de candidats. Notre seule mission est d'offrir une Guinée apaisée et refondée aux prochains dirigeants. La Guinée nous appartient tous, a martelé le Premier ministre. Ce cadre de concertation propose une série d'activités, des activités qui vont déterminer, en fonction de leur réalisation, la durée de la transition. Je vous le disais au sommaire, le contenu de la transition a aussi été dévoilé par le CNRD ce vendredi. C'était à l'occasion de la cérémonie inaugurale du cadre de dialogue initié par le gouvernement. Ce contenu, détaillé par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, sera discuté avec les partis politiques afin de déterminer la durée de la transition. Le compte rendu est signé Fatoumata Bintabari Aliouba. Il est prévu tout d'abord d'organiser un référendum qui devrait offrir une nouvelle constitution à la Guinée.
Ensuite seront élaborés les textes de loi organiques, ce qui va conduire aux élections locales. Ces élections locales vont permettre d'installer les exécutifs communaux des communes urbaines et des communes rurales. Et comme stipule le Code des collectivités locales, à la suite des élections locales, des élections régionales auront lieu 2 mois après le référendum. Ensuite, les législatives pour élire le Parlement et aller vers la mise en place des institutions. Toutes les institutions qui seront mises en place par la nouvelle Constitution seront ainsi installées. À la suite de l'installation de ces nouvelles institutions, nous allons organiser les élections présidentielles, le premier et le deuxième tour. Diapo. Des élections avec quel fichier électoral? Le ministre tient à rassurer. Déjà, les travaux de réflexion ont déjà commencé au niveau du ministère du Plan. Si aucune date n'a été déterminée pour l'exécution de ce programme, des discussions, elles, ont lieu tout au long du processus entre les différents acteurs pour une réussite de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Toutes les mesures sont prises pour des élections réussies, rassure le ministre Mori Kondé. Contrairement aux partis qui composent le groupe de 58 partis politiques, plusieurs autres acteurs ont bien répondu à l'appel au lancement des travaux du cadre de concertation. Parmi eux, Lansana Kouyaté du PDN, Mamadou Silla de l'UDD et Makale Kamara du FAN, entre autres, suivaient les motifs de leur présence au micro de Mamadou Saliouba Aliouba. Nous attendions que tous les sujets, en tout cas les grands sujets qui assaillent aujourd'hui la conduite de cette transition, soient discutés sans tabou, sans a priori. Quand on est là, on peut dire ce qui va, ce qui ne va pas. Alors j'ai décidé d'être là pour participer afin que ce pays connaisse la paix. Il n'y a pas de paix sans dialogue. Et moi, je suis témoin de beaucoup de choses qui se sont passées ailleurs. On n'inventera pas la roue. Il faut s'asseoir et discuter. Nous voulons que cette période transitoire réussisse. Mais ça ne peut pas réussir si nous restons assis à la maison et espérer que d'autres vont faire ce que nous devrions faire. C'est une cérémonie symbolique. Quand on arrive maintenant des choses sérieuses, techniquement, c'est là qu'on va poser toutes les questions qu'il faut. Ces concertations voulues par le CNRD devraient tenir compte de certaines recommandations pour la réussite des débats. C'est du moins ce qu'avance le FNDC comme préalable à sa participation. Que demande-t-il vraiment? Alors, on voit tout cela avec Malik Sangiana Kamara, Mohamed Kapelosila. Le FNDC, entité active de la vie sociopolitique de la Guinée, a reçu l'invitation du ministère de l'Administration à prendre part à l'ouverture du cadre de concertation ce vendredi 15 avril. La coordination du FNDC salue la volonté du gouvernement de se retrouver autour de la table, parler des questions qui divisent. Par ailleurs, il pose des conditions si elle devait y participer. Il faut mettre un cadre de dialogue en place parce que ça serait très important que ce cadre de dialogue regroupe les acteurs essentiels qui doivent concourir à cette transition, c'est-à-dire le CNT, la classe politique, la société civile, mais aussi le CNRD, également le G5, qu'on sache qui sont les membres du CNRD. Si on sait qui sont les membres du CNRD, on sait déjà que ceux-là ne seront plus candidats aux prochaines échéances électorales. Et ce dialogue ne peut réussir que sous la supervision d'un partenaire extérieur. Et pour cela, nous avons proposé la CEDEAO pour que la CEDEAO soit celui qui sera le médiateur ou bien celui qui soit le superviseur de ce dialogue politique qui doit aboutir à un consensus autour de la conduite de la transition et puis pour pouvoir sortir enfin de cette transition. 4 recommandations faites par la coordination du FNDC pour participer à la concertation. Au même moment, le G58 récuse la présence de toute autre entité outre que les politiques. La vie politique d'abord, elle, incombe à toute la société guinéenne et la société civile est partie intégrante de cette vie politique dans notre pays. Et je ne pense pas pourquoi la société civile serait occultée dans ces discussions. Pour trouver un consensus, Abdoulaye Oumou pense que tous les acteurs devraient définir ensemble la démarche à entreprendre pour la réussite de ces concertations.
À ce cadre de concertation, les principaux acteurs sociaux et politiques ont préféré ne pas y participer. Ils estiment que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Se dirige-t-on alors vers une nouvelle crise en Guinée? Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba se sont intéressés à cette question. Suivez. Le cadre de concertation s'est ouvert sans la participation des principaux acteurs politiques, notamment le groupe des 58 partis politiques qui a réclamé un dialogue permanent. Ce dialogue devrait permettre de discuter du chronogramme de la transition ou encore des échéances électorales pour une transition réussie et apaisée. Jusqu'ici, on a relativement réussi à éviter cette confrontation, mais avec ce qui se dessine, si de part et d'autre on ne corrige pas le tir, je pense qu'on ne saura pas continuellement réussir à éviter cette confrontation. Cet autre journaliste estime qu'il est inconcevable d'organiser cet échange sans les principales formations politiques et le FNDC. Je pense qu'on est en train de créer une crise où il n'en fallait pas. On avait besoin vraiment de stabilité, d'entente, de cohésion entre les Guinéens pour que la transition ait une chance de succès. Pourtant, le 5 septembre dernier, tous ont applaudi l'avènement du CNRD. Mais cette euphorie a été de courte durée. C'était pas vraiment un messie, c'était pas quelqu'un qui était venu un peu organiser vite et partir. Et puis voilà, de par les actes qu'il pose, on s'est dit qu'il veut s'éterniser au pouvoir et il ne doit pas rester au pouvoir comme ça parce qu'eux-mêmes, ils cherchent ce pouvoir. Et donc, il y a eu ce problème, il y a une sorte de crise de confiance. Et puis voilà, donc personne n'a confiance en l'autre maintenant. Ces acteurs sociopolitiques soupçonnent les nouvelles autorités de vouloir écarter les forces sur place pour en créer d'autres. Il y a une sorte de volonté d'écarter tout ce qui était là, tout ce qui représentait quelque chose et peut-être d'en créer d'autres. Ça, on sait que les hommes et les femmes qui composent les partis politiques et les plateformes de la société civile ne se laisseront pas faire. Autre actualité, placé sous mandat de dépôt et déféré à la maison centrale des Conakry depuis le 6 avril, Kassori Fofana Oye Guilavogui et Dr Mohamed Diané peinent à voir le procès s'ouvrir. Ce vendredi, devant les médias, le pôle d'avocats de la défense a accusé le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF de séquestrer leurs clients. On écoute Maître Sampil au micro de Mohamed Valek Touré et Yacouba Traoré. Le procureur persiste, ferme ses yeux et ses oreilles sur une réalité aussi énorme que la privation de liberté de personnalité de l'État guinéen. Nous estimons que cela n'est pas de nature à renforcer ni à maintenir la crédibilité que nous recherchons tous pour ce pays et pour cette noble institution. Le procureur devrait faire amende meilleure en reconnaissant et en agissant dans le sens de la rétractation de son mandat de dépôt qui, jusqu'à date, ne repose sur aucune base légale. Voilà pourquoi nous continuons à agir, à recourir à tous les moyens de fait et de droit. Parce qu'il faut préciser que l'avocat de la défense a la possibilité de recourir aux moyens de droit, ce que la loi prévoit, mais également de recourir aux moyens de fait parce que son action s'inscrit dans la reconquête de la liberté et de la préservation du patrimoine de la personne dont il a charge de défendre. Venons-en à présent aux assises nationales. Après 4 jours d'échanges et de collecte de témoignages des victimes, le comité communal des assises de Matoto a bouclé ce vendredi les assises lancées mardi dernier pour recueillir les témoignages. La commune de Matoto a opté pour plusieurs stratégies, parmi lesquelles la visite à domicile ou encore la collecte des données via des fiches d'information, entre autres. Il faut noter que cette dernière journée a été marquée par plusieurs témoignages, mais celui de la famille Toya Kandé a attiré plus d'attention. Ali Badara Kamara, Djibril Kabak Kamara. Dernière journée des assises communales de Matoto, une occasion saisie par la famille Toya
pour exprimer la mésaventure de la famille après le présumé assassinat de leur père, feu Général Toya en 1984. Mon père fut le dernier général du feu président Ahmed Sékou Touré. Il a été arrêté le 4 avril. D'abord, quand il s'est agi du décès du feu président Ahmed Sékou Touré, le lundi 4 avril, il fut le dernier à être arrêté. On est venu l'arrêter soi-disant pour une soi-disant réunion au Camp Faya. Depuis ce jour, le 4 avril 1984 jusqu'à nos jours, nous ne savons pas où sont nos papas. C'est tout récemment que nous avons appris qu'ils ont été tous assassinés lors du coup d'État de Diara à Kindia, au camp Kimuburama. La famille Toya demande réparation. D'abord, je demande pardon pour tous si nos papas ont eu à faire du mal à ce peuple de Guinée. Nous nous en excusons, nous demandons excuse au peuple de Guinée pour nos papas. Donc, nous demandons au colonel Mamadou Doumbouya et à son gouvernement de réhabiliter nos papas. Avec une population estimée à 900 000 habitants, la commune de Matoto est l'une des communes qui a plus de victimes des manifestations politiques, selon le comité communal. La plupart des cas, les citoyens ont parlé qu'elles sont victimes. Elles sont victimes généralement de violences politiques. Et certaines sont des victimes qui ont perdu des proches. Et la plupart aussi veulent pardonner. Mais certains, vous avez suivi le témoignage de la dame qui était là. C'était émouvant et pathétique. Ce qu'elle souhaite, que leur père soit reconnu, c'est-à-dire une réhabilitation. Certains ont perdu des biens. Certains demandent à ce qu'on les restitue leurs biens. Certains aussi demandent justement qu'il n'y ait que la justice. La commission communale va travailler 2 jours avant de remonter les rapports au niveau régional. Depuis le lancement officiel de ces assises nationales, les réactions se multiplient chez les acteurs sociopolitiques. Si certains estiment qu'elles ne sont plus importantes pour le pays, d'autres par contre trouvent y de l'intérêt. Les quelques acteurs politiques, c'est dans ce reportage signé Aminata Massiré Bangoura et Biramasouri Sengsouma. Sur la tenue des assises nationales en Guinée, les avis des acteurs politiques restent mitigés quant à la portée de cette initiative pour le pays. Sur la question, certains acteurs politiques tentent de rassurer leurs pairs en les invitant à mettre au-dessus de tout l'intérêt de la nation. Lorsqu'on vous dit venez pour qu'on puisse rassembler les Guinéens, pour qu'on puisse parler, pour que les victimes puissent être entendues, que leurs souffrances soient prises en compte, je crois que c'est une opportunité qu'il ne faut pas abandonner ou qu'il ne faut pas banaliser. C'est extrêmement important dans un pays fortement traumatisé, divisé à outrance. Au-delà des positions politiques que chacun a le droit de défendre, nous ne pouvons pas ignorer que notre pays est traversé par des problèmes sérieux, le vivre ensemble. Ces questions-là doivent être évoquées en dehors de toute considération politique. Malgré ces appels de la part des autorités et autres entités, ils sont nombreux, ces acteurs politiques, qui sont encore réticents. C'est le cas notamment de Mamadou Badikoba, qui estime que cette initiative, tout comme d'autres qui ont précédé, n'ont jamais été inclusives. Tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent montre qu'ils veulent agir en solitaire, ils ont un agenda et ils n'en démordent pas. À votre avis? Et c'est quoi l'agenda? Eh bien l'agenda c'est d'arriver, donc il dit de balayer toute la classe politique antérieure et d'en rebâtir une autre. Une accusation. Il faut tout de même rappeler que le processus continue sur toute l'étendue du territoire national pour recueillir, selon le comité de pilotage, les préoccupations de toutes les victimes. L'autre sujet, ce sont les questions environnementales qui sont universelles. Notre pays s'est doté des conservateurs de la nature qui sont régis par la loi faunique, indique le procureur général près la cour d'appel de Conakry. Alphonse Charles Wright a procédé à la remise d'habilitation de 17 gendarmes. Leur mode d'opération, la mission sont évoqués dans ce reportage de Mamadou Salibala. En tant que premier responsable de la gendarmerie environnementale, pour pouvoir répondre de manière légale à des attributions de police judiciaire. La gendarmerie environnementale a une compétence nationale.
Conformément au code de l'environnement, 17 gendarmes ont reçu des habilitations devant leur permettre d'opérer sur le terrain. Nous vous demandons de faire bon usage dans le respect des obligations contenues dans le code de procédure pénale et dans l'intérêt de la Guinée pour que le développement durable tant souhaité par notre pays soit vraiment une réalité. Désormais, leurs actions pourraient être élargies compte tenu de la nécessité. Jusque-là, l'essentiel du travail était orienté sur la faune et la flore. Puisque nous sommes du ministère public, on ne peut pas orienter les actions que sous le domaine, disons, de la faune et du flore. Il faut élargir cela au niveau du domaine de l'environnement. C'est ce qui nous a motivés ce matin de les doter d'une habilitation désormais. À partir de l'instant, ils sont habilités à constater ces infractions dans l'intérêt bien entendu de la défense de l'environnement en République de Guinée. Du fait des citoyens et des sociétés minières, l'environnement subit une agression permanente. L'environnement maritime est menacé par les constructions et tout ce qui en suit. Donc si on ne les dote pas aujourd'hui, ils n'ont pas une marge de manœuvre du point de vue de l'égalité pour pouvoir répondre à la répression de ces infractions et en collaboration bien entendu avec les parquets d'instance, comme je les ai rappelé leurs obligations. Ils m'ont pris vraiment des engagements que je crois vraiment que ces engagements sont sincères. Le hic, les conservateurs de la nature que constituent les gendarmes sont soupçonnés d'être les vrais agresseurs de l'environnement. Peut-être que c'est le début de la fin de cette pratique. Nommé le 24 mars dernier, le commissaire principal Abdul Malik Kone prend enfin fonction et remplace le colonel Moussa Tchegoro Kamara à la tête des services spéciaux. Il aura pour tâche de lutter contre les fléaux de la drogue, des crimes organisés, de la délinquance économique et financière, entre autres. Alseni Bari, Aboubakar Keke Bangora. Ces services spéciaux sont hautement stratégiques et sensibles, entame le ministre secrétaire général du gouvernement chargé d'installer Malik Kone dans ses fonctions. Un service qui permet à l'État de prévenir la commission des crimes organisés, dont le terrorisme, la cybercriminalité, le trafic des migrants, des armes, des explosifs, ainsi que la lutte contre le blanchiment de capitaux. Service qui permet, convient-il de le rappeler, à l'État d'optimiser sa sûreté et la sécurité nationale, d'empêcher le trafic de drogue, des faux médicaments, des organes et des êtres humains. Il a été la toute première personne à diriger le secrétariat. Et face aux défis qui attendent son successeur, le colonel Moussa Tchegoro Kamara invite les gendarmes et les policiers à une franche collaboration. Un discours qu'il couronne avec un remerciement lourd de sens à l'endroit de sa femme. Merci, ma chère épouse. Tu m'as aidé de n'avoir ni maison, ni compte bancaire à l'étranger. Ce qui sous-entend qu'on a préféré la patrie à l'argent facile. La gestion du secrétariat général des services spéciaux n'est pas un fleuve tranquille, admet le nouveau secrétaire général qui promet de tout mettre en œuvre pour la bonne marche de son service. Pour la défense de la République, aucun sacrifice n'est de trop et n'en saurait y déroger. C'est en cela que j'invite tout le personnel des services spéciaux à se joindre à moi pour que nous puissions solidairement et dans un élan commun mener à bien, dans la discipline, le strict respect des lois et règlements, les nombreuses missions qui nous sont assignées. Rappelons qu'Abdul Malik Kone a été nommé le 24 mars dernier. Sa prise de fonction est la plus longue de l'ère CNRD, car la plupart des prises de fonction se faisaient au lendemain de nomination. Après des sanctions prises suite au présumé viol sur 5 filles dans un orphelinat de la place, le ministère de l'Action sociale de l'enfance et des personnes vulnérables se bouge à nouveau. Elle a initié à cette occasion une formation de renforcement de capacités en faveur des coordinateurs et encadreurs des centres d'accueil sur le mécanisme de protection et de sauvegarde des enfants. Antoinette Dédé Onivogui et Abdoulaye Kamara. Cette formation se tient dans un contexte de violence extrême et répétée sur les enfants, en particulier des filles qui subissent presque chaque semaine des actes de violence dont le viol. À défaut de les fermer, le ministère de tutelle prend le devant et envoie les encadreurs des différents orphelinats à l'école de la protection et de sauvegarde des enfants. Notre motivation n'est autre que le respect des engagements, afin que
nous ne puissions plus connaître l'événement que nous avons appris il y a de cela 2 semaines. C'est inadmissible. Inadmissible pour un pays comme le nôtre, inadmissible pour vraiment des centres qui sont dédiés à la protection des enfants. Cette affaire a également suscité des interrogations sur le mécanisme de placement des enfants vulnérables dans les centres d'accueil. Il n'y aura pas d'exception. Tous ceux qui travaillent dans la protection des enfants, des femmes, des personnes vulnérables, personne n'a le droit de pouvoir violenter ces cibles-là. Donc, nous donnons le devoir de les protéger à tous les niveaux. Premier du genre, le coordinateur de la coalition des orphelinats de Guinée salue l'initiative et promet de l'élargir à d'autres zones. En dehors des communications téléphoniques, nous prendrons un temps pour nous rendre au sein de ces orphelinats de l'intérieur qui ont quand même moins de problèmes, mais il importe qu'ils bénéficient aussi de ces formations. Sur les 27 orphelinats de la République, 19 de la ville de Conakry ont bénéficié de cette formation. Ce 14 mars 2022 marque le 73e anniversaire de l'invention de l'écriture Nko dans le monde. À Cancan, les disciples de Kanté Solomana, le père fondateur de cette écriture, ont mis l'occasion à profit pour parler de l'homme et du progrès que l'alphabet Nko a enregistré ces dernières décennies dans le monde. Alpha Oumar Koïta sera dans nos prochaines éditions pour plus d'éclairage. Le Ghana sera reçu ce samedi par l'équipe nationale féminine U17. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du 3e tour préliminaire de la Coupe du Monde Inde 2022. Les 2 coachs ont animé la conférence de presse d'avant-match au stade général Lansana Conté. Le sélectionneur guinéen et la capitaine de l'équipe se disent prêts pour ce match. Mohamed Sissé et Abdoulaye Kamara étaient au stade de Nongo. Suivez le reportage. C'est une rencontre qui s'annonce capitale pour la Guinée. Le Ghana est l'une des meilleures équipes nationales lors de ces phases préliminaires de la Coupe du Monde féminine en 2022. Le sélectionneur national indique qu'il a toutes ses joueuses en vue de cette rencontre. Les joueuses à disposition, puisqu'il y avait 2 blessés, mais avant la semaine-là, il y a eu des récupérations. Les médecins ont bien travaillé pour les récupérer. Donc actuellement, les joueuses sont toutes à disposition. La frilosité de la défense du Sili national était une faiblesse lors des précédents tours préliminaires. La capitaine de l'équipe guinéenne promet que ces problèmes défensifs ne seront plus commis. Depuis le match retour contre le Libéria, nous avons cherché à régler ce problème. Parce qu'à Monrovia, nous avons encaissé 2 buts et nous avons marqué 2 buts. Mais ici, nous avons fixé pour objectif d'encaisser moins et marquer beaucoup. Et c'est ce qu'on a fait, puisque ça a été vu par tout le monde qu'on avait encaissé qu'un seul but. Et c'était une erreur défensive. Donc ça ne sera plus répété. Si le technicien ghanéen compte battre la Guinée à domicile, de par les expériences de ses joueuses, Daouda Kanté réitère qu'il a déjà une idée de l'équipe des Black Stars. Nous avons visionné le match aller-retour de Ghana contre le Sénégal à Accra. D'abord à Dakar, puis à Accra. Nous avons pu voir quelque chose à travers laquelle on travaille un tout petit peu sur le point fort de l'équipe adverse et sur sa faiblesse. Malgré que les joueuses aient tapé du poing sur la table, quant au paiement de leurs primes, elles ne sont jusqu'à date pas payées. Mawa Drami confirme qu'elle et ses coéquipières se donneront corps et âme dans cette rencontre. Le coup d'envoi est prévu pour ce samedi à 16h au stade général Lansana Conté de Nongo. Le pentathlon moderne vient de voir le jour en Guinée. Il s'agit d'une épreuve sportive constituée de 5 disciplines, d'où le nom de pentathlon. La nouvelle fédération a été présentée à la famille sportive ce vendredi au Comité national olympique et sportif guinéen. Djibril Ba, Mamadou Boiba et Mohamed Bangoura. Le pentathlon regroupe à la fois l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied. Discipline olympique, le pentathlon est désormais présent en Guinée. Par rapport au l'engouement des Jeux olympiques passés et à travers les images qu'on voit,
nous nous sommes dit on ne peut pas rester en marche par rapport à cette fédération sans pour autant créer cette discipline en Guinée. Et cette discipline, nous voulons la mettre à disposition à la population guinéenne par suite de beaucoup de choses. Cette fédération englobe 5 fédérations qui sont tous appliquées en Guinée. Au sein du Comité national olympique et sportif guinéen, on se félicite de voir la famille sportive s'agrandir. Son secrétaire général invite les responsables de la fédération à vulgariser la discipline. Et pour cette formation, les fédérations internationales sont là, et la confédération est là, qui peut donner certaines bourses. La fédération internationale aussi est là, le comité national olympique est là, le CIO est là. Tout ça, on est là, on est prêt dans la collaboration à les accompagner. C'est la 4e fois que le ministère des Sports donne une délégation de pouvoir à une fédération depuis l'arrivée de Lansana Biaghello à la tête du département. Cependant, le département sera strict sur le contrôle des activités des fédérations. C'est sur le travail qui peut payer. Ils n'ont qu'à travailler et le département est là à évaluer chacune de ces fédérations sportives nationales. Et avec l'appui du Comité national olympique et l'appui du ministère des Sports, ne va pas manquer à toutes ces fédérations sportives nationales. La nouvelle fédération a déjà entamé les travaux sur le terrain. Elle va concentrer ses efforts dans les prochains jours sur la formation de ses cadres et les pentathlètes avant d'entamer les compétitions. À présent, place à notre rubrique Art et Culture avant de poursuivre le journal. Voilà, il est déjà sur ce plateau, Henri-Kevin Bois, bonsoir. Bonsoir Damouka. Alors, vous nous dites littérature, les bagarres, organisations sociopolitiques et culturelles d'hier et d'aujourd'hui, pourquoi pas pour demain? Okay. C'est bien ça. Allez, tout de suite, Yefende Anchapraman est l'auteur de Les bagarres, organisations sociopolitiques et culturelles d'hier et d'aujourd'hui. Il présentera cet ouvrage à l'occasion de la 14e édition des 72 du livre qui se tiendront les 23, 24 et 25 de ce mois d'avril. Ernest Marie Abraham Bangoura est né à Boké en 1972. Son ouvrage nous plonge au cœur de la découverte de l'ethnie Baga dont il est originaire et plus précisément les Sitému. L'une des ethnies minoritaires de la Guinée, les Baga, font partie des premiers occupants de l'actuel Fouta Djallon. Ils vivent aujourd'hui en Basse-Guinée, au bord de l'océan Atlantique. Maîtres de la mer, les Baga ont su structurer et organiser leur communauté de façon à pouvoir survivre face aux vicissitudes de la vie. Le spiritain de formation en philosophie et en théorie est prêtre depuis 2009 après ses études au Gabon et au Cameroun. Alors, on a cet élément de reportage. Il porte bien sûr cette rencontre entre les acteurs culturels et le chef de l'État. C'était cette semaine. On va d'abord suivre ce reportage, on vous revient. Après la prise du pouvoir depuis le 5 septembre 2021 par les nouvelles autorités, voici la deuxième rencontre B2B des acteurs culturels et le pouvoir public. La grande salle de la présidence a servi de cadre pour cette rencontre initiée sous la tutelle du ministère de la Culture, de l'Artisanat et de l'Hôtellerie, placée sous la présence effective du chef de l'État. Protocole installé, le chef peut alors faire sa rentrée et s'asseoir sous un tonnerre d'applaudissements suivi de la prise de parole à tour de rôle. Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat et de l'Hôtellerie, cours de son allocution d'introduction, de planter le décor et de faire la nomenclature des quelques identités culturelles présentes dans cette salle archi-comble de la présidence. Au compte des artistes, la parole est revenue à Hamidou Bangoura, directeur artistique des Ballets africains de Guinée, de témoigner toute l'affection et la gratitude des artistes de Guinée à l'endroit du chef de l'État et de plaider afin que celui-ci ait un regard en ces temps de vaches maigres aux icônes, aux dévanciers et aux dévancières qui, en ce moment, peinent à joindre les deux bouts, nombreux malades, sans ressources financières, et encore d'autres qui, jusque-là, dorment au clair de lune avec leurs familles. Parce que nous savons qu'on a commencé à patiner et que nous allons dépatiner pour encore aller à l'avance. Ces artistes qui sont dans la salle, comme vous le savez, ont fait connaître et aimer la République de Guinée à travers le monde. C'est pour cela que nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous.
Nous vous supportons pour que la Guinée puisse s'entendre et qu'on puisse aller toujours de l'avant. À son tour de prise de parole, dans une allocution de moins de 3 minutes, le président se dit très ému et accorde un intérêt aux artistes de Guinée dans leur ensemble et sans distinction. Pour preuve d'un commun accord avec son ministre en charge de la culture, de l'artisanat et de l'hôtellerie, plusieurs activités seront menées en commençant par l'assainissement du secteur culturel et venir en aide aux dévanciers, aux pionniers qui ont su hisser et faire de la Guinée un véritable réservoir culturel sous-régional et à l'international. Avant de clore son propos, le chef de l'État n'a pas manqué d'offrir en ces temps difficiles à ses hôtes plusieurs présents. Nous avons eu des grands artistes en République de Guinée qui font briller notre drapeau dans le concert des nations. Je pense que la culture guinéenne, nous devons le supporter. J'ai eu le ministre de la Culture hier qui me parlait de l'état de Port Mamadou, qui est un peu malade. Nous allons nous occuper de ceux parmi nous qui sont malades pour que... Et on a appelé mon attention la dernière fois pour la sœur Bintalali, qui avait besoin aussi d'un Torah. Nous allons bien sûr prendre les dispositions pour ça. Il y en a d'autres artistes qui sont à l'intérieur du pays, qui ne peuvent pas être présents ici, et que nous prendrons bien sûr en compte. Au sortir de cette rencontre, plusieurs acteurs culturels se disent déchus et mécontents à cause ils ne sont pas venus afin que le chef de l'État leur offre des prisons, mais juste dénoncer l'État qui mine le secteur culturel afin que des solutions soient prises pour l'avancement de notre bien commun. Plusieurs pionniers, entre autres Tonton Pino, figure emblématique du théâtre populaire de Guinée et le directeur artistique des ballets africains de Guinée, en la personne d'Amidou Bangoura, se disent satisfaits. Un honneur pour moi, pour me déléguer, pour dire que je parle au nom de tous les artistes. C'est pour cela que je n'ai pas manqué de lui dire d'aider la culture. Aider la culture, c'est aider les artistes malades. Aider la culture, c'est aider que l'artiste se passe du besoin. Le président a pensé à nous dans ce mois de carême. Et nous prions, nous le remercions de ces grands cadeaux qu'il nous a offerts. J'ai 5 minutes. Alors, Kevin Bois, on revient sur ce plateau pour parler d'abord de cette rencontre. Mais de l'autre côté, il y a aussi un autre groupe qui s'estime lésé dans cette invitation. Assisté aujourd'hui, en tout cas, une très belle rencontre avec beaucoup de suspense. Tous les acteurs n'ont pas eu droit à la parole, c'est bien ça, mais bon, dans le tout, ils ont été tous satisfaits à travers les propos, non seulement d'introduction de monsieur le ministre de la Culture, malheureusement on n'a pas eu les images, du chef de l'État et celui du représentant des artistes. Alors, au sorti, plusieurs acteurs du monde de la culture se sont dit un peu frustrés qu'ils n'étaient pas venus afin que le chef de l'État leur offre des présents, mais bon, quoi qu'il arrive, c'est le chef de l'État, puisque c'est des dons surprises, ils vont accepter. Alors, à côté de cela, aujourd'hui, lorsqu'on bouclait le journal, du côté du Palais du Peuple, il y avait un autre groupe aussi qui se dit lésé, qu'ils vont porter haut leur voix afin que le chef de l'État également leur adresse une nouvelle invitation parce qu'ils ont envie de parler, ils ont envie eux aussi de recevoir ce que les premiers ont déjà reçu des mains du chef de l'État. Merci à vous, Kevin Boa. Et n'oubliez surtout pas que pour la 14e édition des 72 heures du livre, le secrétaire général permanent de l'Académie du livre du Maroc, qui est le pays invité d'ailleurs, et la ville d'Alaba, qui est la ville invitée, le pays d'honneur invité qui est le Maroc, et la ville d'honneur, la ville invitée, c'est d'Alaba. Et donc les académiciens seront à Conakry à cette 14e édition dans le cadre de la formation et présenter aussi au peuple de Guinée, aux écrivains guinéens aussi, les auteurs en vogue du côté du Maroc. Merci à vous, Henri-Kevin Boa. Merci. Merci également à vous qui nous suivez. On ne se quitte pas, on poursuit avec cette édition d'information. Le bureau des étudiants de l'université Nongo Conakry et sa 2e édition, le challenge lecture du Saint-Coran. 3 groupes de 5 ont rivalisé de compétences sous l'œil d'un jury. Les invités se sont dit impressionnés par le niveau des candidats. Le premier bénéficiaire d'une bourse d'études et les autres concurrents ont obtenu des cadeaux. Mamadou Sadio Baldé, explication.
concours s'est déroulé à 3 niveaux et les prix sont en fonction des catégories. Le premier obtient une bourse d'études, le second s'en sort avec un ordinateur, la catégorie inférieure bénéficie d'un montant de 2 millions et tous les participants repartent avec une prime et un Coran. Comme chaque année, dénommé Coran Challenge, histoire de vraiment donner la chance à tous les fidèles musulmans qui sont à l'enceinte de l'université, de voir ceux qui ont mémorisé le Coran et vraiment aussi faire des bénédictions en ce mois de Saint de Ramadan. Et ça a pris vraiment de l'ampleur cette deuxième édition. Et les étudiants étaient vraiment très encouragés, la volonté était là parce que la salle était archi comble. Le jury est impressionné par le niveau des étudiants. L'un des invités revient sur le mot laïcité dans une république. Dans la laïcité, chacun est libre, n'est-ce pas, de prévaloir sa foi, sa religion. Le Coran, symbole de la science, Taïbouba invite les scientifiques et ceux qui veulent le devenir de mettre le livre saint au centre de leurs préoccupations. Que toute cette poussée technique et technologique n'ont pas encore touché le 1% des sciences qui se trouvent dans le Coran. Le 7e siècle correspond au Moyen-Âge européen. Avant que les scientifiques ne connaissent un épanouissement dans leurs recherches, le Coran avait tout prévu. Le mot khalaqa parle de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Ça parle de cet univers gigantesque. Et quand on parle de l'univers, on parle des reliefs, on parle des océans, on parle des planètes. L'ensemble de toute cette créature divine dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait allusion dans ce passage coranique qui dit khalaqa. Le pays a besoin des hommes et femmes ingénieurs dans tous les domaines. Ceux qui ont le Coran en tête peuvent servir de bons exemples, conclut Dr Aminata. Vous nous avez regardé à Vasseredou, c'est à Massantè, toutes nos pensées aux sinistrés, des vents violents qui ont tout détruit de ce côté. Merci de votre attention. On se retrouve pour la suite de nos programmes. Au revoir.